Je suis ravi d'être là et de vous voir là pour notre première série de cette nouvelle Université populaire. C'est notre 6e rentrée. On commence maintenant à s'institutionnaliser. Et donc, vraiment, je suis très content qu'on soit encore là parce que ce n'était pas évident pour plein de raisons. On a choisi comme thème de l'ensemble des sessions paix et guerre au Moyen-Orient, ce qui est évidemment un vaste sujet. Et on a aussi choisi, ça c'est pas moi qui l'ai fait, je tiens à le dire, une séance inaugurale où on voulait traiter de questions un peu plus globales, avoir quelques points de repère. Et mes amis m'ont fait le cadeau, si j'ose dire, de traiter des violences aujourd'hui. Et tout à l'heure, on aura un exposé sur la Renaissance arabe avec Anne-Laure Dupont. Et puis, on aura aussi une réflexion sur la religion dans les conflits avec Dominique Avon, qui est déjà ici, et que je remercie d'avoir accepté de participer à cette journée. Cette journée... Elle est aussi sous les auspices, je tiens à le dire, de la Fondation Gabriel Péri, Daniel Sirera qui est là, je le remercie, qui nous soutient dans cette aventure de l'Université populaire, puisque, comme vous le savez, notre institution est vaste, puissante, tout ce qu'on voudra, mais tout de même, peut-être pas autant que ça. Bref, donc aujourd'hui, on va commencer par cette question des violences, et c'est un cadeau un peu empoisonné que m'ont fait mes amis pour parler des violences au Moyen-Orient en 3 quarts d'heure, 1 heure. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et avec Pierre Blanc, on a fait un petit bouquin qui s'appelle Violence et politique, qui est paru auprès de Sciences Po l'année dernière. Puis on a fait un autre bouquin qui est le même, mais en images, qui s'appelle L'Atlas du Moyen-Orient. On a essayé de réfléchir à quelques-uns des facteurs de violence. Mais en 3 quarts d'heure, 1 heure, qu'est-ce qu'on peut dire sur les violences? C'est très embarrassant, et il est évident que ce que je vais pouvoir dire, avec beaucoup de modestie, c'est juste quelques idées, et qui sont assez largement liées à notre formation. Moi, je suis de formation juridique et politiste, et avec ça, bon, on appréhende les choses avec les limites qu'on peut imaginer. Mais on a chacun, évidemment, ses limites, et les miennes en particulier. Il y a eu beaucoup de choses écrites sur le sujet. En particulier, il y a, à part les 2 livres que je viens d'évoquer, que nous avons commis avec Pierre Blanc, il y a un très bon bouquin de notre ami Amit Bazarslan, que je considère comme un des meilleurs érudits sur la question, qui est une histoire de la violence au Moyen-Orient. Je vous conseille vraiment ce livre. Et puis, il y a un autre livre aussi que je vous suggère, qui est intéressant, qui est déjà ancien. Il a 14 ans, c'est en 2002. Mais le titre en lui-même, et c'est à partir de cela que je vais commencer mon exposé, c'est un échange de points de vue entre Hassan Tueni, Gérard Khoury et Jean Lacouture. Et le titre du bouquin, il est terrible ce titre, « Un siècle pour rien ». Un siècle pour rien. Et le sous-titre est encore plus fort, de l'Empire ottoman à l'Empire américain. Et c'est un bouquin qui sort en 2002. Donc ça veut dire, si vous me suivez bien, avant 2003, c'est-à-dire avant l'agression américaine en Irak. C'est-à-dire ce qu'ils disent l'année suivante, c'est encore confirmé par l'invasion américaine en Irak. Et donc ce livre est assez fascinant. C'est pas un livre d'historien, même si Tueni et Khoury sont des historiens. Je veux dire, ils discutent, et ça vaut vraiment le coup de lire ce livre, qui se lit très facilement parce que c'est un dialogue qui est évidemment pessimiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors à partir de là, comment je vais m'en sortir? Enfin, je vais essayer de parler de la violence en 3 quarts d'heure. Moi, je vais prendre un fil rouge qui vaut ce qui vaut, et qui est simplement une piste parmi d'autres. Il y a des pistes d'anthropologues, il y a des pistes de relations internationales, il y a mille et une façons d'aborder les choses. Moi, ce qui me fascine, c'est la question de l'État. Et j'ai le sentiment que la question de l'État n'a jamais été réglée, pas simplement au Moyen-Orient au sens large, parce que c'est très compliqué, mais on va dire dans un espace particulier qui est ce qu'on pourrait appeler l'espace Sykes-Picot, c'est-à-dire la partie où il y a aujourd'hui l'Irak, la Syrie, le Liban, Israël, la Palestine, la Jordanie. Les questions qui se relèvent de la Turquie sont en partie liées à cela,
celles de l'Arabie et des États du Golfe ne sont pas. L'Iran, pas davantage. L'Égypte aussi est tout à fait en retrait par rapport à ça, n'était pas concernée par ça Sykes-Picot. Et donc la question de l'État se pose en d'autres termes. Donc ce qui me semble important, c'est ça, c'est la question de l'État, comme si parmi, et j'insiste beaucoup là-dessus, parmi bien des pistes, la question de l'État n'avait pas été réglée. Alors, d'abord, quelques mots d'introduction avant de vous proposer trois directions sur ce problème. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, et dans le petit bouquin, là, on a beaucoup travaillé là-dessus, dans l'annuaire aussi, dans l'atlas aussi, on a beaucoup travaillé là-dessus, c'est sur le basculement de ce qu'était l'Empire ottoman, donc jusqu'en 1918, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et puis le basculement vers des États. Et c'est ce basculement qui est, je crois, un moment clé de l'histoire de cette région, et plus particulièrement donc de la région que j'évoquais comme étant l'espace Sykes-Picot, qu'on voit bien sur la carte que je vous projette. Et je vous ai fait distribuer des cartes de façon que vous puissiez avoir ensuite. Vous le connaissez bien tout ça, j'en suis sûr, mais c'est juste pour les avoir sous les yeux. Et je crois que ça mériterait d'emblée, enfin en amont, une réflexion sur la différence entre ce que c'est qu'un empire comme système politique et ce que c'est qu'un État. Et c'est une affaire extrêmement compliquée. On pourrait passer une journée entière à essayer de réfléchir à la distinction entre un empire et un État. Et si j'étais très sommaire en introduction, je dirais que sur les différents points fondamentaux de ce qu'est un empire, de ce qu'est un État, il y a des différences qui sont tout à fait importantes et qu'il n'est pas inutile de rappeler, même si ce n'est qu'une esquisse de discussion. Sur le premier point, sur la question du territoire, puisque quand on parle d'État, on parle d'un territoire, on parle d'une population, on parle d'un gouvernement. C'est le triptyque facile que les juristes déploient et qui renvoie à mille et une questions compliquées. Mais sur le premier point, sur le territoire, il y a évidemment la question derrière des frontières et la question de la territorialisation. Et je crois qu'il faut comprendre, enfin je pense, que le principe de territorialisation, il est très spécifique à un État. Il ne l'est pas forcément à un empire. Je prends juste un exemple qui est important, enfin même deux. Le premier, c'est que les lignes de frontières d'un État sont linéaires. Celles d'un empire peuvent être linéaires, mais elles ne le sont pas forcément. Donc on a plutôt des marches de l'Empire, on a plutôt des mouvements de frontières, surtout si on se passe sur quelques décennies. Un empire est sans arrêt en mouvement. Si on prenait l'histoire de l'Empire ottoman, on verrait à quel point, ne serait-ce qu'au XIXe siècle, les frontières ont beaucoup bougé. En tout cas, c'est un premier point de réflexion. Avec un État, on sait ce que c'est qu'une frontière linéaire. Et c'est lié à quelque chose de plus fondamental, qui est la question de la souveraineté. Et le principe de territorialisation, c'est la question de la souveraineté. Et dans la souveraineté, il y a un point sur lequel je voudrais juste passer, mais qui est important, c'est la question du droit. Le droit dans un État, il est territorialisé. Il est, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions, le même pour tous. La souveraineté, c'est l'expression de règles juridiques qui s'appliquent à tous sur un même territoire. Dans un empire, c'est pas comme ça que ça passe forcément. Vous avez des schémas qui sont aussi individualisés. C'est-à-dire qu'on a un droit territorialisé, mais aussi on a un droit individualisé, notamment avec le statut personnel. Selon que vous êtes ceci ou cela, eh bien, ce ne sont pas les mêmes règles qui vont s'appliquer. Donc on est dans des schémas différents. Je ne fais que poser quelques idées, et bien entendu, après, ça demanderait un débat compliqué. Mais ça, c'est le premier point. Donc, tout ça pour dire que c'est pas tout à fait la même chose, un empire et un État. Sur le plan du territoire, sur le plan du rapport au territoire. Pour un État, c'est fondamental. Sur le second point, c'est la population. Alors, on a même chez nos collègues, quelquefois, on a cette facilité de parler d'État et aussitôt d'enchaîner en parlant d'État-nation, comme si ça allait de soi, ce qui est à mon avis une erreur. C'est pas un État n'est pas forcément un État-nation, et un empire n'est pas un empire-nation. L'Empire ottoman était composé de différents segments de population avec différentes identités, selon les périodes, les rapports au pouvoir ottoman ont été différenciés. Et au moment de 1918, il y a une révolte arabe contre l'Empire ottoman, avec donc une identité différente. Et donc on est dans une situation de population extrêmement diversifiée, avec des identités différentes, avec
Alors que dans un État, territorialement, avec son territoire, on tend vers une homogénéité de la population. Et si on prend l'histoire, je ne vais pas le faire ici, mais vous la connaissez comme moi, si on prend l'histoire des années 1915 à 1923, on voit comment les États qui s'imposent, le principe de territorialisation qui va s'imposer par rapport aux populations, il conduit souvent à des conceptions organicistes de la nation qui aboutissent en fait à des choses terribles. C'est le génocide arménien en 1915, c'est l'échange de population. En 1923, on fait un échange de population entre Grecs Grecs orthodoxes et musulmans qui sont en Grèce. Vous connaissez cette histoire terrible qui a duré plusieurs années et qui se termine par une convention de droit international en janvier 1923 qui sera intégrée au traité de Lausanne et qui fait qu'on met dans le droit international cet échange de population qui a fait déraciner des centaines de milliers de personnes du côté turc, du côté grec. On a là une conception de la nation. On pourrait reprendre la même idée plus tard dans d'autres circonstances. Et donc le rapport à la population est d'une très grande complexité. Puis enfin, le troisième niveau de différence, et c'est là où sans doute il y en a le moins, c'est l'État comme appareil. L'État comme appareil. Dans un empire, il y a un appareil d'administration très fort. L'Empire ottoman avait un appareil très fort. Il y a une armée et on retrouve, vous savez, la fameuse définition wébérienne, ou du moins un élément de la définition wébérienne que vous connaissez tous, c'est-à-dire que l'État, c'est en dernière instance le monopole de la violence physique légitime, ce qui est en soi une formulation qui demande plein de remarques, notamment avec le dernier mot qui est légitime. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une violence physique légitime ? Donc, et là, on a sans doute, pour un empire et un État, on a un noyau dur. Je pense que là, on est dans des choses qui sont très, très proches et que finalement, l'empire est aussi une forme d'État, même s'il se différencie par le territoire, il se différencie par la population. Je dis ça simplement, non pas pour prétendre faire en quelques minutes la distinction entre un empire et un État. Il y a une littérature considérable là-dessus qui est très complexe. Simplement pour dire une chose que vous connaissez mais qui me paraît fondamentale, c'est qu'on passe brutalement d'un système, l'Empire, à un autre, l'État, en l'espace de quelques mois, voire quelques années. Enfin, on connaît tous la chronologie, on la reverra tout à l'heure. Et je pense que, d'une certaine façon, les questions, et je rejoins le titre, vous savez, de ce bouquin, de ce point de vue-là, un siècle pour rien. Je veux dire qu'on n'a pas complètement réglé les questions liées à l'État. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce basculement s'est fait de telle façon qu'aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas dans une situation où on a réglé la question de l'État dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire la dimension de l'appareil d'État, dans son rapport à la population, dans son rapport à la nation. Et si je devais symboliser ce que je veux dire en le schématisant très fort, je penserais à un triangle. Un triangle comme figure géométrique rêvée de la situation harmonieuse. C'est-à-dire, on a un appareil d'État, un des points du triangle, on a une nation constituée en adéquation avec l'appareil d'État, et on a un citoyen ou on a un individu qui a des droits politiques. Et ce triangle-là, c'est au fond une forme équilibrée qui fait qu'un État peut constituer. Étant entendu, quand on a dit ça, je crois qu'après, il faut accepter qu'il y a mille et une formes possibles de règlement, des régulations, des rapports triangulaires que je viens d'évoquer. Mais si ces rapports triangulaires sous différentes formes n'existent pas, on est dans des profonds déséquilibres, y compris dans un déséquilibre important qui consiste à ce qu'un peuple, une population n'ait pas d'État. Alors à partir de là, je voudrais développer dans les 3 heures que j'ai, je voudrais développer juste 3 idées avec toutes les limites que je ressens. Le premier, c'est pour dire que territorialement parlant, les frontières, c'est pas un scoop, ont été imposées, mais je voudrais y revenir avec quelques détails. Les frontières imposées. Deuxièmement, les États ont été confisqués. Et quand je dis État, je veux dire à ce moment-là des États et des appareils d'État confisqués. Et enfin, il y a eu des peuples marginalisés. Et voilà, donc je prends ce triptyque qui brise, qui fait imploser le rêve du triangle un peu utopique que j'évoquais tout à l'heure, puisque les frontières ont été imposées, les États confisqués et les peuples marginalisés. Voilà les 3 points. Alors, voyons maintenant chacun de ces points. Le premier, les frontières imposées. Alors, vous connaissez tous, parce que je vois des visages familiers, on a eu l'occasion de parler de tout ça, je ne vais pas revenir, mais
il y a deux idées qui ne sont pas des idées reçues. Mais même si elles sont reçues, elles peuvent être vraies. Enfin bon, la première idée, évidemment, quand on parle des frontières imposées, c'est qu'elles ont été imposées par des puissances coloniales. Et quand on lit, et j'ai travaillé un peu là-dessus, quand on lit les textes de cette époque, on voit ce que peut signifier la domination coloniale avec ce que cela implique de manière assez colossale d'arrogance. Moi, dans le dernier petit bouquin qu'on fait avec Pierre là, en ce moment, on est avec des textes de leaders des années 20-22 qui ont un mépris incroyable. Et pourtant, c'est banal pour l'époque 1922-23. Jacques Bert parlait de l'apogée de la colonisation en 1930. Donc mais voilà, quand on les relit comme ça, c'est vraiment très, très choquant. Donc ça, c'est la première idée. Les puissances coloniales, avec tout ce que cela peut impliquer. Ce mot colonial n'est pas simplement chargé de domination, il est chargé aussi de mépris, de racisme, de beaucoup de choses. Et deuxièmement, c'est que ça a été fait, donc ces frontières imposées par les puissants ont été faites contre des peuples qui avaient d'autres aspirations. Alors c'est une banalité de dire ça, mais je voudrais donner quelques exemples très concrets, très précis, à la fois du point de vue des élites et le désarroi des élites. J'en ai suivi deux ou trois personnages. Et vraiment, quand on suit leur parcours, à un moment donné, on va y venir, c'est assez impressionnant de voir à quel point ils sont quelque part isolés, quand ils ne sont pas instrumentalisés. Et puis ensuite, quand les peuples se révoltent, d'un mot, je voudrais rappeler comment ça s'est passé. Alors voilà les deux points de ce premier point. Donc c'est la première heure, n'est-ce pas? Je vais quand même essayer d'être synthétique. Alors sur le premier point, alors est-ce qu'il est utile d'aller dans le détail? J'ai mis la carte. Vous savez, dans les frontières imposées par des puissances coloniales, je pense qu'on peut jouer sur les mots. Il y a eu d'abord un partage de la domination et ensuite une domination sans partage. C'est-à-dire que les puissances coloniales se sont d'abord partagées la domination sur le territoire et sur les territoires qu'elles se sont réservés ensuite ont exercé une domination sans partage. Sur le premier volet, le partage de la domination, l'archétype de l'accord pour aller à l'essentiel, c'est évidemment les accords Sykes-Picot, dont on a fêté cette année le centenaire, un siècle pour quelque chose cette fois-ci, pour fêter les accords Sykes-Picot de mai 1916. Quand on parle des accords Sykes-Picot, on les a ici sur la carte que vous avez. Vous avez les accords Sykes-Picot, donc je ne vais pas être très long là-dessus, mais juste quelques remarques. La première remarque, c'est que la ligne de séparation entre les zones britanniques et la zone française, vous voyez, est relativement linéaire en allant vers le nord. Et c'est très important, elle comprend, vous le voyez, Mossoul, ce qui était le vilayet ottoman de Mossoul. Et puis, ça c'est ma première remarque. Et la seconde remarque, c'est que le petit territoire en jaune sur la carte, ou orange sur la carte, c'est la Palestine. Et la Palestine n'est ni du côté français, ni du côté britannique. C'est à ce moment-là, dans les accords Sykes-Picot, une zone internationale dont on n'a pas précisé les données concrètes, les modalités précises. Mais voilà. Donc on est dans ce registre-là. Et ensuite, là nous sommes en 1916. C'est-à-dire qu'à un moment où les Anglais et les Français, engagés dans la Première Guerre mondiale évidemment, complètement, et les Français tout particulièrement, en fait, quand ils signent ça, ils n'ont pas du tout les mêmes perceptions, pas les mêmes intérêts. La France ne voit pas vraiment le Moyen-Orient comme les Britanniques le voient, pour lesquels c'est absolument fondamental, le Moyen-Orient, pour la route des Indes. Il suffit de regarder la carte, c'est pas compliqué. Mais à ce moment-là, les Anglais, finalement, sont assez conciliants. Mais après la guerre, c'est-à-dire lorsque la guerre est terminée, qui a gagné la guerre au Moyen-Orient? Qui a gagné la guerre au Moyen-Orient? C'est l'armée britannique. Il faut être clair, c'est l'armée britannique, c'est pas l'armée française. L'armée française, c'était quelques milliers d'hommes, dont une mission au Hedjaz qui n'a pas joué un grand rôle, alors que les grandes batailles difficiles, soit en Palestine, à Gaza en Palestine, soit en Mésopotamie, ont été remportées par l'armée britannique et dans des conditions extrêmement difficiles, avec de multiples revers. Et donc, Lloyd George, président du Conseil, Premier ministre britannique, veut renégocier avec notre président du Conseil, Clemenceau, veut renégocier les accords Sykes-Picot. Et il renégocie les accords Sykes-Picot. Il les renégocie, mais alors en l'espace de quelques minutes. Ça se fait très vite. C'est en décembre 1918. Et qu'est-ce que demande Lloyd George à Clemenceau? Rien d'autre que la Palestine et Mossoul. Et Clemenceau répond « d'accord ». Alors pour Mossoul, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour la Palestine, ça se fait comme ça.
Alors, juste un mot pour dire que lorsque Lloyd George dit cela en décembre 1918, Allenby est entré à Jérusalem depuis un an. C'est-à-dire que l'armée britannique est présente en Palestine. Il entre solennellement à Jérusalem, début décembre 1917. Et aussi, pour la petite histoire, la déclaration Balfour date de 3 semaines avant l'entrée des troupes d'Allenby. Il avait déjà gagné les batailles à Jérusalem. Bref, donc c'est remis en question et nous sommes dans un schéma qui est tout à fait différent parce que quand même la question de Mossoul qu'on connaît encore aujourd'hui dans une actualité brûlante. Autrement dit, la question, ça aurait été qu'aujourd'hui, c'était en Syrie. Ça aurait été en Syrie, la région de Mossoul. Hein. Et la Palestine, internationalisée, je ne sais pas ce que ce serait devenu, mais en tout cas, ça n'aurait pas été britannique. Voilà. Ensuite, je ne veux pas aller en détail, mais il faut bien sceller dans le droit les accords, ça nous donne. Ah non, mais ça, on n'en a pas besoin de ça. Ça, c'est l'entrée c'est l'entrée d'Allenby à Jérusalem à pied. Mais ça, on n'a pas besoin. Moi, je voulais garder la carte. Je fais pas le. Non, non. On n'est pas sur ce registre-là. On reste sur la carte. Je te remercie, Emran. Mais c'est sympa de nous montrer Allenby qui rentre à Jérusalem. Voilà. Il rentre à pied. Et en fait, c'est une image qui sort d'un petit film. Et le petit film montre la mise en scène. Comment ça s'est passé avant. Voilà, on va revenir. C'est un autre exposé, ça. C'est pas celui que je fais là. Tac. Voilà, on revient à ça. Donc, merci, Mourad. Mais on pourra revenir si vous voulez sur tout ça tout à l'heure. Donc, il faut mettre dans le droit tout ça, et le droit, ça va être la conférence San Remo et le traité de Sèvres. Nous sommes en mai 1920, nous sommes en juillet 1920. Et donc on va confier, alors on va bricoler un truc qui s'appelle les mandats, et on a inventé une formule qui est le mandat, qui consiste à dire, l'article de la SDN est très clair, il dit ces peuples ne sont pas en mesure de se conduire eux-mêmes, donc il faut qu'une nation civilisée les accompagne. C'est ça. Et là, quand vous lisez l'article, je crois que c'est le 22 du pacte de SDN, vous voyez derrière l'arrogance coloniale, ces peuples qui ne sont pas... Et entre parenthèses, ce qui est intéressant, c'est que les mandats ne s'appliquent pas pour les peuples de l'Empire austro-hongrois. Ils sont européens, ceux-là. Ils n'auront pas droit à des mandats. Ils auront droit à des États, enfin bref. Mais c'est intéressant de voir le traitement des peuples de cette région par rapport aux peuples qui sortent aussi d'un empire, qui est l'Empire austro-hongrois. Donc, voilà. Donc ça, c'est le partage de la domination. On le fait en termes de rapport de force, les Anglais sont les plus forts, et ensuite on le fait du point de vue juridique à travers la conférence de San Remo et les traités de Sèvres que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, c'est pas tout à fait le sujet. Mais une fois que on a eu ce partage de la domination, qu'est-ce qui va se passer? L'inverse, si j'ose dire, ça va être une domination sans partage. C'est un jeu de mots, mais un jeu de mots qui a une certaine réalité. C'est-à-dire que les Français vont faire ce qu'ils veulent, et les Britanniques également ce qu'ils veulent dans leur territoire. Et c'est là, je voudrais juste faire quelques remarques, parce que sinon ça nous emmène pour le coup vraiment sur 3 heures. Mais si on prend la France, on dit souvent la France a créé des États. Juridiquement, c'est vrai. Gouraud va publier un décret qui crée le Liban, et le Grand Liban, et puis un certain nombre d'États différents pour ce qui deviendra la Syrie. Mais en fait, c'est une formulation qu'on doit examiner de manière critique. Il faudrait plutôt dire il délimite les frontières d'un territoire sur lequel on installe et on construit un État. Et je pense que le mot-clé dans cette histoire, c'est construire. À partir de là, on va construire. Et toute la question est de savoir si on va réussir à construire. Mais on n'a pas créé un État. Est-ce qu'on a voulu, par exemple, créer un État-nation en 1920 au Liban ou en Syrie? Absolument pas. Quand vous regardez la carte qu'on a ici, on pourra la voir tout à l'heure, c'est en fait la France, et Gouraud, qui est le haut commissaire français au Levant à ce moment-là, le dit très clairement, il dit on va instrumentaliser les communautés. Et vous avez ainsi l'État du Grand Liban, à la demande principalement des Maronites, qui obtiennent un Grand Liban à partir du Mont Liban. On a le Djebel Druze. Si on prend le Djebel Druze, c'est intéressant. Il y a une négociation entre le haut commissaire et les grandes familles du Djebel Druze en 1920-1921 pour créer un État du Djebel Druze. C'est vraiment une manière d'instrumentaliser les communautés. Et le paradoxe, on va y venir dans une seconde, c'est qu'une des familles qui signe le traité de 1921, en fait, c'est Al-Atrache, et Al-Atrache, de cette famille-là viendra un des leaders de la révolte druze en 1924-25.
Donc on instrumentalise. Alors je dis ça brièvement et brutalement, mais c'est quand même ça. On n'a pas construit, on n'a pas voulu construire un État-nation. On ne s'est pas interrogé sur les conditions qui auraient permis, évidemment. Ce n'était pas l'intérêt de la France. La Grande-Bretagne, c'est la même chose. La domination sans partage. Il est bien clair qu'on décide de créer 3 entités, là où il n'y aurait pu y en avoir qu'une seule, où il y aurait pu y en avoir 2. C'est l'Irak, c'est la Transjordanie et c'est la Palestine qui est érigée en entité séparée, avec en place une limite qui s'arrête au Jourdain, avec l'idée que ça va évidemment compliquer les choses pour un siècle. Ça ne sera pas un siècle pour rien, mais ça sera un siècle de tragédie, puisqu'il y aura la déclaration Balfour qui va être mise en œuvre, comme vous le savez, dès l'arrivée de Sir Herbert Samuel en 1920, c'est-à-dire le haut commissaire britannique. Alors qu'Allenby, lui, c'est lui qui va diriger, qui organise l'occupation pendant 2 ans, de 1918 à 1920, et l'administration militaire de l'OTA, dirigée par Allenby, est beaucoup plus critique. Il sent bien que si on organise la mise en œuvre de la déclaration Balfour, ça va poser de très graves problèmes. Mais la politique britannique est très claire, et on met en place dès 1920 le foyer national juif promis par la déclaration Balfour. La Transjordanie, on l'invente complètement. Et l'Irak, il est constitué de 2 parties. La partie qui est d'abord celle créée en 1921, et ensuite seulement, on rajoute la partie que vous voyez, qui est la partie de Mossoul, puisque finalement, les Britanniques ont obtenu Mossoul, sauf qu'entre-temps, les Turcs ont réclamé Mossoul. Et il y aura un arbitrage de la Société des Nations en 1925, qui est un texte tout à fait passionnant à lire, parce qu'on voit comment les arguments des uns et des autres sont parfaitement fallacieux, notamment en termes statistiques. Moi, j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt, chacun voyant évidemment beaucoup de Turcs à Mossoul, les autres voyant beaucoup de Kurdes, les autres voyant beaucoup d'Arabes. Enfin, les statistiques sont assez manipulées, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le rapport est très intéressant, parce que justement, il fait une analyse critique de ces statistiques. Bref, la SDN rattache Mossoul à l'Irak, et donc l'Irak est construit en deux temps. Un premier temps avec les 2 vilayets de Basra et de Bagdad, puis ensuite on rajoute Mossoul après l'arbitrage de la SDN. Donc voilà. Et on met, vous le savez bien, on met les 2 fils du shérif Hussein à la tête de ces 2 États. On va mettre Faisal comme roi d'Irak, et on met ensuite Abdallah, qui est un des autres fils du shérif Hussein, à la tête de l'émirat de Transjordanie en 1921-23. Voilà, donc ça c'est la première idée. Deuxième idée, je vais accélérer un peu, sinon vraiment ça va faire 3 heures, et je m'arrêterai autour de 12h30, 12h40, de façon à ce qu'on puisse discuter. Donc je disais, c'était une puissance coloniale, des puissances coloniales qui imposent des frontières, après ce double jeu de la domination sans partage et du partage de la domination, ou l'inverse, et ensuite les peuples et les élites. Alors, juste quelques mots, c'est vraiment intéressant quand on regarde ça de près. Regardons les élites, entre guillemets, élites, regardons les peuples. Sur les élites, alors, je prends un seul exemple, parce qu'on n'a pas le temps d'aller tout ça, mais prenons un exemple. Faisal, je viens d'en parler, c'est donc le fils du shérif Hussein de la Mecque, un des fils du shérif Hussein de la Mecque. Et c'est lui qui à partir du moment où le shérif a déclenché la révolte arabe en juin 1916, c'est lui qui conduit cette révolte. Avec Laurence, on a vu le film, mais au-delà du film, on a lu aussi les 7 piliers de la sagesse, avec le soutien de la marine britannique qui remonte jusqu'à Aqaba. Bref, c'est un personnage qui a une légitimité incontestable dans le monde arabe et musulman, une famille qui a une incontestable légitimité jusqu'à un certain point, parce qu'elle est contestée par une autre grande famille. Bref, ce qui est important ici, c'est de voir que Faisal, évidemment, il a un discours, on va dire, nationaliste. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut, au fond, qu'on prenne en compte les promesses qu'on a faites à son père, qui sont un grand royaume arabe. Alors, c'est la correspondance entre MacMahon et puis Hussein, c'est une correspondance inachevée, mais c'est quand même l'idée qu'on promet qu'il y aura un royaume arabe. Donc Faisal a envie d'être présent, et la question c'est, est-ce qu'il sera présent à la conférence de la paix ? La conférence de la paix, c'est en 1919, elle démarre au début de 1919, et c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il vient ? Il vient parce qu'il est invité par les Britanniques. Les Français n'en veulent pas.
Les Français n'en veulent pas. Et alors, les Britanniques, c'est des détails, mais c'est des détails très significatifs. Les Britanniques mettent à sa disposition un navire militaire au départ de Beyrouth pour aller jusqu'à Marseille. Et à Marseille, le délégué, c'est des détails, mais sont très significatifs. Le responsable, enfin le diplomate local français à Marseille, reçoit une instruction qui dit « Vous veillerez à ce que Faisal n'arrive pas à Paris ». Vous verrez à ce qu'il n'arrive pas à Paris. Alors on l'emmène à Lyon, on l'emmène à Verdun, évidemment, il faut qu'il voie Verdun. Et puis finalement, il arrive à Paris. Bon, il arrive à Paris, alors qu'est-ce qu'on en fait? Et Clémenceau ne veut pas en entendre parler. Clémenceau, c'est le président de la conférence de la paix. Il veut pas de... Bon, alors comme il est là, alors comment on fait? Alors, il a plusieurs titres. Il a le titre, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons, on va en tenir un. Finalement, il est accepté comme représentant du Hedjaz. Pas comme des Arabes, mais représentant du Hedjaz seulement. Évidemment, il en vient. Vous voyez, donc on essaie de le... Voilà. Et puis il va être mis dans un hôtel particulier du côté du Bois de Boulogne, là, puis on va le laisser comme ça, un peu attendre des semaines, que Clémenceau veuille bien le recevoir. Et il sera, à mon sens, assez largement, je ne sais pas si on peut dire jusqu'à humilié, mais pas loin. Alors les Anglais le soutiennent. Alors comme les Anglais le soutiennent, les Français s'en méfient d'autant plus. Donc voilà un personnage complètement en difficulté et qui n'obtiendra rien de ce qu'il voudra. Sauf que, à un moment donné, pour être vraiment, disons, un peu sérieux du point de vue historique, il y a quand même un accord avec Clémenceau. Clémenceau n'est pas un colonial classique. Donc il y a un accord qui se dessine en janvier 1920, sauf qu'en janvier 1920, c'est le mois du départ de Clémenceau. Et donc en fait, cet accord qui pouvait être intéressant parce que ça aurait pu donner une autre, justement, légitimité, ça aurait pu donner une autre voix. Mais bon, c'est terminé. Et lorsque Faisal rentre chez lui, il est complètement marginalisé. Il est en plus dépassé par les nationalistes syriens qui veulent leur royaume, d'où la proclamation du royaume arabe par Faisal au printemps, mars ou avril 1920. Et Gouraud écrase ça, on va y venir, il écrase par les armes à la bataille de Messaloun en mai 1920. En juillet, pardon, 1920. Donc voilà un exemple d'un personnage qui a défendu une idée, mais qui a été totalement... marginalisé, isolé. Il y a un autre personnage, mais il faut vraiment que j'avance, sinon je ne vais pas y arriver, mais c'est vraiment passionnant. C'est le représentant des Kurdes, mais juste un mot sur les Kurdes. C'est un personnage qui est un général de l'Empire ottoman. Et comme il est en désaccord radical avec les jeunes Turcs, il s'est réfugié à Paris, et lorsque la conférence de la paix commence en 1919, on demande à Sherif Pacha de parler au nom de l'Empire ottoman. Et en fait, très vite, il est kurde. Et il va parler au nom des Kurdes. Donc c'est très intéressant de ce personnage qui était un dignitaire de l'Empire ottoman, qui, à un moment donné, va parler et défendre des positions kurdes. Et qui, lui aussi, va être complètement isolé. En plus, il n'y a pas de soutien dans les différents segments de la population kurde. Et il va être marginalisé, mais alors très très vite, quoi. Même si, à un moment donné, pour des raisons que je ne vais pas exposer ici, mais à un moment donné, on va tenir compte du Kurdistan dans le traité de Sèvres, mais ça sera balayé tout cela. Bon, et pour les peuples, alors juste un mot sur les peuples, parce qu'on l'oublie toujours. Donc les élites ont été assez largement utilisées, sauf celles, il faudrait ajouter, qui sont en adéquation étroite avec les puissances coloniales. Les Maronites sont proches des Français, elles auront ce qu'ils veulent. Les sionistes sont proches des Britanniques, ils auront ce qu'ils veulent. C'est intéressant de voir cet aspect. Et puis, il y a les ressentiments, les ressentis et les ressentiments des peuples. Autour de 1920, bon, j'ai évoqué la bataille de Maïsaloun qui est en juillet 1920, où l'armée de Gouraud écrase l'armée de Faisal. Mais ça, c'était presque dans l'institutionnel. Mais ensuite, il y a des révoltes qui vont se produire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles se produisent partout, sauf au Liban. Encore que, au Liban Sud, un peu. Mais sinon, elles vont se produire en Syrie, elles vont se produire en Irak, et un peu plus tard, elles vont se produire en Palestine. C'est-à-dire qu'on aura des réactions. Alors, l'analyse voudrait qu'on se demande quelle était la nature de ces révoltes. Était-elle nationale? Moi, je pense que je ne sais pas si elle était nationale, mais je pense qu'on peut dire qu'elle était nationaliste. C'est-à-dire que les leaders qui les conduisaient avaient bien le sentiment de vouloir créer quelque chose qui ressemblerait à un État, leur État. Ça part du Djebel Druze en 1924-25, mais ce qui est intéressant, c'est que les familles druzes
Sultan Atrache, qui est le leader de la révolte druze, la première préoccupation qu'il a très vite, c'est de faire en sorte que la révolte ne soit pas druze seulement. Et il a des contacts avec les partis politiques de Damas. Et on va jusqu'à Damas, on va jusqu'à la Ghouta, il y a une extension de la révolte qui montre qu'elle n'est pas simplement communautaire, elle est plus large que ça. C'est pour ça que je dis que, à mon avis, ce sont des révoltes nationalistes dans leur mot d'ordre, dans leurs revendications. Est-ce qu'elles sont nationales dans le tréfonds des peuples qui sont derrière? C'est plus compliqué à dire, à mon avis, pas encore. Ça se termine très mal, la révolte syrienne. Ça se termine par... D'ailleurs, comme toutes les révoltes de cette région, il y a deux phases. La première phase, les troupes coloniales sont surprises et se retirent, et elles reviennent et elles écrasent. Ça s'est passé en Syrie. On a été jusqu'à Sarraï, par exemple, le responsable français va jusqu'à faire bombarder Damas en octobre 1925. C'est pas rien, c'est des milliers de morts en Syrie. En Irak, c'est les oulémas qui prennent la tête, à Karbala, par exemple, qui prennent la tête de ces révoltes. Ils sont écrasés. En Palestine, je n'ai pas le temps d'évoquer ça sera plus tard, ça sera à partir de 1936. Mais là aussi, il y aura une très grande révolte et ça sera complètement écrasé par l'armée britannique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été écrasé. Donc on n'a absolument pas tenu compte des élites, on n'a pas tenu compte des peuples. Mais en plus, quels étaient les soldats qui écrasaient? Il y a des images, alors on ne les a pas ici, mais c'est les troupes coloniales. En 1925, si les Français réussissent à mater, comme ils disent, la révolte syrienne, c'est grâce à des troupes qu'on fait revenir du Maroc après la défaite d'Abdelkrim, et qui sont des troupes composées de spahis marocains, de tirailleurs algériens et de tirailleurs sénégalais. À 80 ou 90%, ce sont des troupes coloniales. Et pour les Britanniques, c'est pareil. Ce sont des troupes indiennes. Et il y a un petit film qu'on n'a pas ici, mais qui est tout à fait passionnant, où on voit la relève des troupes à un moment donné entre les Français et les Britanniques. Ça se passe en novembre 1919. Et vous voyez d'un côté des Indiens qui s'en vont et de l'autre des Africains qui arrivent. C'est vraiment colonial. Donc voilà, donc on est dans un système de frontières imposées. Et ce que je veux dire en conclusion de ça, frontières imposées dans des conditions qui ont fait qu'on n'a absolument pas tenu compte ni des élites, ni des peuples. Et donc on a imposé tout cela. La grande question qui se pose à ce moment-là, c'est donc comment est-ce qu'on va construire cet État et que va-t-il devenir? C'est ça, je crois, le point important. On dit souvent, on a fait des États artificiels. Je crois que c'est une formulation erronée de dire artificiel. On n'a pas fait d'État artificiel, on n'a pas créé d'État. On a délimité des territoires. À partir de là, tout est possible, y compris la construction d'un État, y compris la construction d'un État-nation. Autrement dit, on n'insulte pas l'avenir en 1920. Ça a été imposé, ça part mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais rien n'est acquis. C'est pas tout à fait une construction d'État. C'est à mon avis d'abord l'idée qu'on a créé des territoires, mais on a créé des territoires avec d'immenses frustrations et d'immenses humiliations. Je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Et je crois qu'en relations internationales, les humiliations et les frustrations, elles ne se voient pas immédiatement, mais elles se ressentent très profondément, bien après. Alors, ça, c'était le premier point. Il y en avait donc 15, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, premier point, c'est les frontières imposées, que j'ai rapidement réévoquées. Deuxième point, c'est parlons de ces États, justement. Alors, parlons des États en un quart d'heure, c'est un peu comment dirais-je, impossible, mais juste donner quelques points de repère qui sont, une fois encore, que des pistes de réflexion, rien d'autre. D'abord, en introduction, simplement une remarque, mais qui mériterait presque une journée entière de réflexion, qui mériterait beaucoup de choses. Cette remarque, c'est nous sommes en 1920 à Bagdad, à Damas, à Beyrouth, à Amman, à Jérusalem, enfin. Et imaginons une seconde ce que ça peut signifier pour ceux qui étaient là. On a un territoire, mais comment construire l'État ? Et la réponse est, il y a tout à créer, ou presque tout est à créer. Il n'y a pas d'infrastructure administrative, outre celle... il y a des segments d'administration. Il n'y a pas d'armée au sens
de la définition weberienne d'un monopole de la violence physique légitime. Il n'y a pas de légitimité. Alors les Britanniques, eux, ils ont pensé qu'en amenant des monarques, la légitimité se ferait plus facilement. Ça a été vrai en partie, mais on sait comment ça s'est terminé en Irak. Donc quand on réfléchit, on voit l'immensité des problèmes qui pouvaient se poser. Et nous étions à ce moment-là, et pendant pratiquement une vingtaine d'années, entre 1920 jusqu'aux indépendances, qui se situent en gros dans les années 40, vous avez les dates sur la petite carte que je vous ai donnée, bon, on est dans la construction, mais avec toujours la présence de la puissance mandataire qui voit d'abord ses intérêts. Et les meilleurs spécialistes qui ont travaillé là-dessus, moi j'ai lu des papiers de gens qui sont vraiment très érudits, par exemple sur la Syrie, et qui montrent à quel point, je me souviens de la conclusion d'un article d'un des meilleurs spécialistes de la Syrie, qui disait, un vieil article il y a 20 ou 30 ans, mais ça ne change rien à l'affaire, il disait, eh bien, socialement et nationalement, le travail du mandat a été complètement inachevé. Il ne faut pas s'étonner ensuite si l'État qui va naître à l'indépendance est en déséquilibre. Il dit ça. Et il ajoute, c'est peut-être vrai ailleurs. Mais cette formule est très juste. Il a étudié dans le détail la construction, mais qui était une construction qui n'était pas forcément autochtone, évidemment, parce qu'il y avait les interférences. Enfin, ce qui s'est passé au Liban, ce qui s'est passé en Syrie est extrêmement clair. L'ingérence constante des Français. Il suffit de relire les mémoires de Mardambey, par exemple, nationaliste syrien, pour voir à quel point c'était difficile. Donc il y a cette période des années 20-40 qui est une période où on n'a pas vraiment aidé à la construction. Puis ensuite, au moment des indépendances, moi je dirais dans deux directions. Pour dire, les États ensuite ont été confisqués. Presque partout. Et quand ils n'étaient pas confisqués, je vais faire un jeu de mots encore facile, c'est parce qu'il n'y avait pas d'État à confisquer. Et je vais reprendre ces deux idées. Des États à confisquer, mais là où il n'y avait pas d'État, on ne pouvait pas les confisquer, mais vous allez voir, on confisque quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde l'histoire, alors je fais ça en 30 secondes, c'est très superficiel évidemment, mais il y a une effervescence politique au moment de l'indépendance. Tous les études, il y avait une superbe thèse de Mathieu-Rey sur la Syrie et l'Irak dans les années 50, où on voit le pluralisme, on voit vraiment une effervescence politique extraordinaire. Et puis cette effervescence politique, elle dure un certain nombre d'années. Je ne dis pas qu'on est dans la démocratie, mais en tout cas, on est dans le pluralisme, on est dans le débat, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, les chapes de plomb en Irak et en Syrie interviennent dès les années 60. Avec le Baas. On est dans une situation où, très vite, en fait, ces nouvelles élites, avec leurs leaders, vont confisquer l'État. Et ils le confisquent, je répète, dès les années 60 ou début des années 70. Et ils installent pas simplement un régime autoritaire. Je pense qu'on peut parler, alors après discussion, je pense qu'on peut parler, en fait, plus que d'un État autoritaire, je pense qu'on peut passer à un État totalitaire, ou en tout cas avec des éléments au sens d'Hannah Arendt, vraiment au sens d'Hannah Arendt, sur lequel je vais revenir dans un instant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes dans des régimes qui s'installent avec des personnages à la fin des années 70, avec Saddam Hussein, avec Hafez el-Assad en 70. Nous sommes avec des personnages et des systèmes politiques qui s'installent et qui confisquent l'appareil d'État complètement, qui éliminent toutes les oppositions. Et quand on élimine toutes les oppositions, qu'elles soient de gauche ou qu'elles soient islamistes, dans des conditions particulièrement dures, là on est dans un registre de régime autoritaire qui empêche toute possibilité de pluralisme et de débat politique. Mais quand on expulse les juifs d'Irak, toute une communauté, parce qu'ils sont juifs, dans les années 50, puis dans les années 60, quand on décide de marginaliser dans les conditions épouvantables les Kurdes en Irak, avec notamment l'opération Anfal en 1993-88, quand on écrase les chiites en 1991, je fais des raccourcis rapides. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas simplement dans un régime autoritaire, nous sommes dans beaucoup plus que ça. Nous sommes dans un régime qui choisit ses ennemis, et ils le disent eux-mêmes. J'ai vu des déclarations de certains responsables syriens en particulier qui disent clairement on choisit nos ennemis. Or, choisir ses ennemis, c'est désigner justement celui dont on veut se débarrasser. Et on en revient vraiment à la définition d'Hannah Arendt qui distinguait entre l'ennemi qui est celui qui s'oppose à vous
et l'ennemi qu'on choisit et qu'on décide d'éliminer. On est dans ce registre-là, avec en plus, bien entendu, les systèmes de services de sécurité et de terreur, et avec au cœur de la terreur, la torture, qui est au fond la terreur au niveau individuel. On est vraiment dans ces systèmes-là, et des systèmes qui vont très loin dans leur capacité à écraser toute forme d'opposition, mais aussi toute forme de segment de population. Et si on revient à mon triangle, qui est un peu facile et qui est léger, mais ça veut dire que l'État ne se préoccupe pas du tout de la construction nationale et en élimine très clairement certains segments. Je me souviens juste une anecdote, quelquefois, quand on n'a pas beaucoup de temps, une anecdote permet d'aller plus vite. J'ai animé une table ronde d'universitaires kurdes. C'était il y a quelques mois. Et les universitaires kurdes parlaient de l'État kurde en Kurdistan, de ses possibilités ou de ses impossibilités. Et à un moment donné, moi, je posais la question à mes collègues kurdes qui arrivaient de Soleimaniye. Et je dis, est-ce que vous vous sentez irakien? C'était la question clé. Et il m'a répondu en français. On parlait en français-anglais, enfin bon. Et il me répond en français en faisant une faute de français, qui était une faute de français très révélatrice. Il dit, ah non, je ne me sens pas irakien parce que les Irakiens ont tué nous. Ils ont décroché le nous. Ils n'ont pas dit, ils ont nous tués. Ils ont décroché le nous, donnant encore plus de force à cette identité kurde, quoi. Ils ont tué nous les Kurdes ont été tués. Et il se souvenait d'Anfal et de plein d'autres choses. Ça s'est passé pareil en Syrie. Enfin bon. Donc on est dans ces situations de confiscation. Et par conséquent, quelque part, au-delà de l'apparence d'États forts, c'est une plaisanterie, ça. Ce sont des États d'une très grande fragilité parce qu'ils se replient sur un noyau dur. Alors en plus, il y a toute la dimension communautaire, enfin, dimension alaouite pour Assad. Et c'est pour ça, moi, je crois, juste une incidente qui est une manière d'évoquer les choses simplement, mais je n'ai jamais cru qu'il puisse y avoir une négociation avec le régime de Bachar el-Assad. Jamais. Parce que précisément, je pense que c'est un régime totalitaire. Un régime totalitaire ne négocie pas. La notion de compromis n'a pas de sens dans un régime totalitaire. Alors bon, en disant ça, je sais très bien que parmi vous, il y a sûrement plein de gens qui vont dire « vous n'avez rien compris ». Donc on verra ça pour le débat. Mais pour moi, c'est une évidence. C'est un rapport de force à l'état pur. À l'état pur. Et qui s'inscrit dans la logique de leur rapport à la société, quoi. Il y avait une déclaration de Rifat el-Assad. Vous voyez qui c'est, Rifat el-Assad? C'était le patron des services de sécurité au moment de Hama et tout ça, le frère qui s'est réfugié en France après, en habitant dans le 16e. Là. Il habitait à côté de chez moi. Pas choisi. J'ai déménagé depuis, je vous rassure. Et il avait fait une déclaration à ce moment-là, au début des années 80. Il disait « Si nous devons tuer 1 million de personnes, eh bien, pour le bien de la révolution, nous le ferons. » Et c'était pas des mots, c'est une profonde conviction. Et à Hama, il n'y a pas eu 1 million, mais il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été écrasées. Et on voit la situation aujourd'hui. Donc voilà, des États qui, après cette période très difficile des mandats, n'ont pas trouvé leur point d'équilibre avec la série de coups d'État. Et une des... enfin, je dirais en conclusion, je reviens. Je disais, donc des États confisqués. Et là où il n'y a pas d'État, il y a aussi confiscation. Je fais un paradoxe. Là où il n'y a pas d'État, pour moi, c'est évidemment au Liban. Et c'est intéressant. Il n'y a pas d'État au Liban. Il y a une administration fragile. Il n'y a pas véritablement un monopole de la violence physique légitime, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y a pas d'État, pour autant, les fonctions de l'État sont confisquées. Elles sont privatisées. Elles sont privatisées à plusieurs endroits. Par exemple, si on prend la question du droit, je disais tout à l'heure la distinction entre le droit territorialisé et le droit individualisé. Au Liban, les statuts personnels, ça relève des communautés. Ça ne relève pas de l'État. C'est dans la Constitution. L'armée et la question du rapport à la violence. Il n'y a pas de monopole de la violence physique légitime. Les milices sont armées. Et aujourd'hui, je fais une hypothèse, je n'en sais rien, mais aujourd'hui, si peut-être il n'y a pas de conflit, c'est parce qu'il y a une milice qui est beaucoup plus puissante que toutes les autres. Il y a eu un esquisse de combat en 2008, ça a été réglé en 48 heures. Le Hezbollah est tout puissant. Je ne dirais pas que c'est un État dans l'État, parce que le Hezbollah n'est pas un État, et il n'y a pas l'État libanais, mais c'est une puissance au sein
du Liban. Et dans les manifestations qu'on a vues à Beyrouth il y a quelques mois, une des revendications des gens, c'était on veut un État, quoi. On veut des politiques publiques. Et si on examine l'existence ou non d'un État à l'aune d'une politique publique globale, essayer de trouver une politique publique globale au Liban, c'est difficile. Donc on est dans... Mais les fonctions, elles sont accaparées par d'autres. Elles ont été segmentées, confisquées. Et ajouter à cela que le Liban a été largement sous la domination syrienne de 1976 à quelle année, je ne sais pas, 2005. Oui, 2005, le retrait des troupes, mais pour autant, c'est pas aussi simple que ça. Ça s'est pas fait en quelques semaines. Donc voilà, donc on est dans des situations où les États ont été confisqués, où ce triangle que j'évoquais tout à l'heure n'a pas été régulé. Et il y a un point qui me paraît très important, c'est que pour réguler ce triangle un peu théorique que j'évoquais tout à l'heure, il faut un moment constitutionnel. Moi, je suis donc un peu de formation juriste, même un peu beaucoup. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut réguler ce triangle ? C'est le moment constitutionnel. Le moment constitutionnel, c'est quand on se met autour d'une table et qu'on essaie de gérer ce qu'on pourrait appeler un contrat social et politique. Ça a été fait un peu à Taïef. À Taïef en 89, on a essayé de poser quelques règles. Ça a été fait en Tunisie. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec des responsables, enfin des députés d'Assemblée constituante tunisienne. C'était passionnant de voir comment ils pensaient la construction de l'État tunisien en toutes ses dimensions. Et c'était pas gagné, loin s'en faut, et c'est toujours pas gagné, évidemment. Sauf qu'ils ont une population très, très compacte. Et bon. Mais donc, ce moment constitutionnel, on ne l'a pas vu, finalement. Jamais. Ça a toujours été des rapports de force. Il y a eu aussi un moment constitutionnel en Irak, en 2005. Mais ce moment constitutionnel, il était très largement bricolé, si j'ose dire, par les Américains. Ils étaient là. La Constitution fédérale. C'était, d'un point de vue théorique, la Constitution fédérale, on pourra en venir, c'est un moyen de stabiliser ce triangle. Parce que le fédéralisme théorique, tel qu'il est énoncé par la Constitution irakienne, est intéressant. Sauf que ça n'a plus rien à voir avec la réalité politique et les rapports de force locaux. Mais sinon, l'idée du fédéralisme, et quand on lit la Constitution irakienne de 2005, c'est intéressant. On a là des éléments. Et évidemment, si on arrive à un moment constitutionnel, on expulse, si on y réussit, les risques de violence. Car tout ce que je viens de dire ici, c'est que si on n'y réussit pas, ça veut dire que les violences apparaissent. Autrement dit, ce que je suis en train d'essayer d'évoquer, ce sont les foyers de violence. J'avais dit 3 points. J'avais dit que les États étaient confisqués, que les frontières étaient imposées, et qu'enfin, 3e point, j'avais dit que il y a des peuples qui sont marginalisés. Des peuples marginalisés. Ça, c'est ceux qui ne sont même pas dans le triangle, qui n'ont même pas eu accès à la possibilité de construire un triangle. C'est-à-dire les Kurdes et les Palestiniens et les Kurdes, qui sont sans État. Et là-dessus, je voudrais commencer par un chiffre, avant de développer ça en peu de temps, je vous rassure. Un chiffre. Alors ce chiffre, il est très difficile à donner, mais je dirais, peut-être, je dirais 40 millions. 40 millions. Pourquoi je dis 40 millions ? Après, je vais préciser. Mais ça veut dire qu'il y a 40 millions d'individus, d'hommes et de femmes, qui vivent aujourd'hui au Moyen-Orient sans ce que Ernest Gallner, un anthropologue britannique, appelait un toit politique. Ils vivent sans toit politique, c'est-à-dire à la merci des autres. 40 millions. Alors, 40 millions, mon chiffre, il faut faire attention parce que c'est très difficile. Combien sont les Kurdes ? Il n'y a pas de recensement très précis. J'ai regardé ça en détail. Mais globalement, en comptant les 4 pays, donc la Turquie, l'Irak, la Syrie et aussi l'Iran, on arrive à, disons, autour de 35 millions. 35 millions. Donc, si on ne parle plus de l'Iran, parce que je me consacrais uniquement à l'espace, ça explique, on n'arrive pas tout à fait à 30 millions. Mais c'est des chiffres qui sont discutables, parce que les statistiques sont tout de même fragiles, d'un ordre de grandeur. Quant aux Palestiniens, c'est plus facile. Ils sont de l'ordre de 12 millions, autant dans la Palestine historique qu'à l'extérieur. Là aussi, c'est une estimation, mais là, pour le coup, on n'est pas très loin de la réalité. Donc, ça fait 30 plus 12, 42. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on voit tout de suite, évidemment, que 42 millions, c'est considérable.
Et en même temps, il faut bien avoir la lucidité de comprendre que les statuts sont très différents. Être kurde à Istanbul, être kurde en Anatolie, être kurde à Kobané, être kurde à Souleymaniye, etc., c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes histoires. Forcément, c'est différent. Les transversalités ont leurs limites. Mais globalement, ils sont quand même dans des situations où ils réclament, sinon un toit politique, à minima, ils réclament des droits politiques. Quant aux Palestiniens, ils sont soit réfugiés, soit citoyens d'Israël dans les conditions que l'on connaît, soit sous occupation, soit exilés à Paris ou ailleurs. Donc voilà. Et sur ces peuples qui n'ont pas d'État, voilà, je dirais simplement trois points. Je développerai 3 points brièvement pour ne pas abuser du temps que je n'ai pas. Le premier point, c'est de dire que quand on parle des Kurdes ou des Palestiniens, il y a une vraie réflexion à mener sur le long chemin de leur affirmation nationale. Le long chemin de leur affirmation nationale. C'est une longue histoire. Et à plusieurs reprises, on peut dire que ces peuples, je ne dis pas ces nations, je dis ces peuples, ont connu ce qu'on pourrait appeler des ères de silence. C'est-à-dire pendant pas mal de temps, on ne parlait pas du tout des Kurdes. Pendant pas mal de temps, par exemple entre 1947 et 1967, on ne parlait pas du tout des Palestiniens. Quand on les évoquait, on parlait de réfugiés, on ne parlait pas de Palestiniens. Donc il y a toute une construction nationale qui s'est faite, une affirmation nationale qui s'est faite, et elle s'est faite dans des conditions extrêmement difficiles, d'autant plus difficiles qu'elles ont été opérées dans des circonstances politiques et historiques qui ont fait qu'ils étaient séparés. Ils étaient territorialement séparés. Les Palestiniens ont été d'emblée séparés avec ceux qui étaient réfugiés au Liban, par exemple, ceux qui se sont retrouvés du jour au lendemain israéliens, du jour au lendemain. Et puis les autres qui se sont retrouvés jordaniens, d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, ils se sont retrouvés jordaniens du jour au lendemain sans le vouloir, car ils ne voulaient pas être jordaniens. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a des familles palestiniennes qui étaient tout à fait en lien avec le pouvoir et qui ont résisté jusque... et même aujourd'hui, on voit encore leur importance. Les grandes familles, à Hébron par exemple, qui ont gagné les élections municipales jusqu'en 1972, 77, enfin 76, jusqu'en 76. 76, c'est l'année où les nationalistes palestiniens les emportent. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que c'est très compliqué parce qu'on est dans des cas de figure où il fallait une construction nationale. Donc, ils n'avaient pas d'État, mais il n'y avait pas de... Or, le nationalisme, tel qu'on peut le définir, c'est l'aspiration à un État. Encore faut-il qu'on ait une conscience nationale. Donc, c'est très compliqué. Donc, il a fallu du temps. Et un temps qui était d'autant plus long qu'il y avait cet éclatement, cette segmentation territoriale. Le deuxième point, c'est que ces peuples, dans des conditions différentes, et là, je ne fais que simplement mettre le titre, ça demanderait une analyse tout à fait étayée, mais ils ont tous été soumis, n'ayant pas de toit politique, où qu'ils soient, kurdes ou palestiniens, à des systèmes de coercition, et des systèmes de coercition très violents, où leurs droits politiques, même les plus élémentaires, étaient niés. C'est les Kurdes en Turquie. Les premières révoltes kurdes en Turquie, c'est la fin des années 20. C'est la fin des années 20. Et ça n'a pas cessé. Et on pensait que depuis quelque temps, notamment après les élections toutes récentes de l'année dernière, en juin 2015, on avait l'impression que quelque chose se passait. Et en fait, on a vu que malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on est dans des systèmes de coercition multiples, extrêmement mutilantes, et donc génératrices de violence. Et j'ajouterais une chose, ce qui est très particulier, c'est que c'est des violences qu'on ne voit pas forcément. J'étais encore, pas plus tard qu'hier, dans un débat, on me disait, oui, mais par exemple, en Cisjordanie, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, effectivement, on ne s'égorge pas. On ne s'égorge pas, c'est ça que voulait dire mon interlocuteur. Il a raison. Mais en même temps, les violences quotidiennes des expropriations, de l'occupation, les humiliations, les impossibilités de penser son avenir, de penser sa vie, tout simplement, quand on a 20 ans, c'est autant de coercitions terribles.
Et par conséquent, c'est évidemment des foyers de violence. Et ça, nous avons là des foyers de violence multiples, qu'on leur donne un toit politique, ce qui ne veut pas forcément dire un État. Ça peut vouloir dire du fédéralisme. Ça peut dire beaucoup de choses. Mais qu'on leur donne... Voilà, on a 40 millions de personnes qui sont sans droit politique, finalement. Je fais du résumé, mais quand on cherche les violences, elles sont bien là. Comment voulez-vous que ça soit possible quand il y a tant de gens qui sont à ce point écartés? Et enfin, le troisième point, qui sera le dernier du troisième point, c'est que, et ça, c'est lié à leur histoire, c'est qu'ils sont les uns et les autres, les Kurdes et les Palestiniens, ces peuples qui sont sans État. Par contre, ils sont systématiquement, structurellement divisés. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'ils sont territorialement séparés. Mais non seulement ils sont territorialement séparés, mais ils sont aussi politiquement divisés. Lorsque, par exemple, je prends juste 2 exemples, quand, à partir de 91, le Kurdistan irakien a pu connaître des moments d'autonomie qu'ils espéraient enracinés et qui finalement se sont enracinés à la suite de l'invasion de 2003 et de tout ce que l'on connaît, il y a eu pendant quelques temps une vraie guerre entre le clan Barzani et le clan Talebani. Ils se sont partagés le territoire. C'est un exemple, mais il y en a malheureusement beaucoup d'autres. Ce qui se passe aujourd'hui, et évidemment, c'est toujours instrumentalisé par les uns et les autres. Les Turcs sont en lien avec Soleimani, et puis ils vont combattre à Kobané, les Kurdes, etc. On connaît tout cela. Donc on est dans des divisions profondes. Quant aux Palestiniens, il y a quelque chose de tout à fait tragique, leur incapacité à se penser comme en unité depuis la mort d'Arafat, qui est mort maintenant, c'est en novembre, 11 novembre 2004. Il arrivait à tenir un peu les différents éléments de la nation palestinienne. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils ne sont même pas fichus d'organiser des élections municipales. La Cour suprême palestinienne vient d'invalider le processus, enfin provisoirement, de suspendre en tout cas, mais le Fatah et le Hamas ont des rapports au pouvoir. Et ils sont omnibulés par le rapport au pouvoir, un pouvoir qui, par ailleurs, est dérisoire. Alors qu'ils devraient se battre pour avoir un toit politique. Enfin, on n'a pas de notion à leur donner, c'est leur affaire, évidemment. Mais en tout cas, leur division vient encore aggraver leur situation. C'est la fameuse formule de Fella quand il parle des Algériens. Nous, les Algériens, quand on est au fond, qu'est-ce qu'on fait? On creuse. Mais ce n'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Voilà. Donc... je conclus en disant quoi? En revenant à mon triangle, j'ai pris un angle d'attaque. Il y en a bien d'autres pour essayer d'analyser les raisons des foyers de violence. On pourrait parler des idéologies, on pourrait parler de la religion, mais Dominique Avron en parlera sûrement infiniment mieux que moi tout à l'heure. On pourrait parler des ingérences extérieures dévastatrices, multiples. Donc il y a bien d'autres facteurs. Mais si on s'en tient à cette ligne-là, qui est un peu historique, on voit bien à quel point la question de l'État n'est pas résolue. Et je crois que tant qu'on n'aura pas des modes de régulation qui permettront d'avoir un toit politique à ceux qui n'en ont pas, et d'avoir une régulation à minima décidée par eux-mêmes, pas par les autres, pas par les Américains sur les Irakiens, par exemple, pour qu'on ait cette adéquation entre un État, une nation qui se reconnaît dans son État, qui ne soit pas confisquée, et des droits politiques pour les citoyens, alors on pourra commencer à voir une petite lumière au bout du tunnel. Mais sans cela, qu'est-ce qui reste? Il reste uniquement des rapports de force. Des rapports de force des uns contre les autres, avec toutes les instrumentalisations extérieures que l'on peut imaginer et que l'aujourd'hui, on voit bien dans la pire des situations en laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, j'arrête là. Et alors maintenant, la parole est à vous pour descendre ce que je viens de dire. Oui, là, je ne sais pas si ça marche. Ça va marcher en principe. Ça va marcher. Là, vous avez parlé justement des Kurdes et la division chez les Kurdes. Et on a tendance à voir entre la division entre le clan Barzani et le clan Talabani que le clan Talabani est plutôt progressiste. Alors,
Et puis bon, cette lecture, finalement, Barzani se trouve quand même plutôt du côté des Turcs. Je pense que c'est pas un hasard si Bernard-Henri Lévy non plus l'a magnifié. Ouais. Est-ce que cette lecture est valable ou pas? Je réponds direct, comment on fait? Je vais demander à mon animateur, qu'est-ce que vous en pensez? On prend 2-3 questions et puis comme ça, je vais essayer de faire une synthèse si je peux. D'autres questions? Pas d'autres questions, je suis très prétentieux. D'autres remarques, d'autres analyses, hein. Moi je ne prétends pas avoir des réponses. C'est plutôt d'autres analyses, voilà. Non, ce sera plus modestement une question. Est-ce que quand même les phénomènes de division chez les Kurdes et les phénomènes de division chez les Palestiniens, est-ce que j'ai du mal à analyser les phénomènes de division chez les Kurdes. Pour moi, c'est très compliqué. Je n'y vois pas clair du tout. Mais chez les Palestiniens, est-ce que c'est quand même pas largement l'effet des pressions internationales et des pressions d'Israël qui ont tout fait pour diviser les Palestiniens, pour pouvoir s'abstenir d'aider le processus de paix en disant on ne peut rien faire, ils sont divisés. Comme il y a deux questions, deux remarques sur les divisions, moi je suis professeur de sciences politiques et je n'ai jamais rien compris à ce rapport au pouvoir. C'est très fascinant. Je n'ai jamais compris à quel point le pouvoir pouvait fasciner des acteurs. Vraiment, je n'ai jamais compris. C'est une de mes lacunes assez importantes. Donc votre question m'embarrasse, parce que quand on discute, alors je connais beaucoup plus les Palestiniens, vous en doutez, que les Kurdes, mais j'ai discuté aussi avec des Kurdes, et cette espèce de besoin de tenir, de dominer, alors que c'est parfaitement, à moyen terme, complètement contre-productif, m'a toujours laissé quoi. Pour les Palestiniens, c'est tout seul, comme des grands, qui se tirent des balles de Kalachnikov dans les deux pieds. Dans les deux pieds. Ils sont actuellement dans une bataille pour la succession de Mahmoud Abbas, qui est hallucinante. Chacun a son écurie. C'est presque pire qu'au Parti Socialiste, c'est vous dire. Non, mais je veux dire, et pourquoi? Et pourquoi? Et quand on parle avec des types du Hamas, alors ça fait un moment que je n'ai pas discuté avec les gens du Hamas, mais il y a une mentalité qui est vraiment de domination absolue et qui n'est pas question de lâcher, quoi. Et l'idée d'avoir un émirat à Gaza complètement isolé, plus que jamais. À un moment donné, ils ont pensé qu'ils étaient dans le vent de l'histoire. C'était impressionnant. Il y avait même l'émir du Qatar qui est venu les voir, sans d'ailleurs que la population. C'est intéressant. Ils avaient loué tout un stade pour que l'émir du Qatar ait beaucoup de gens. Ils ont dû annuler parce que il n'y avait pas assez de monde. Ils se sont retrouvés dans le café du coin avec l'émir du Qatar. Enfin, j'exagère un peu, mais donc ça veut dire que la population n'était pas comme ça. Persuadé de la nécessité d'un émirat islamiste, hein, vraiment. Et c'est vraiment un système qui est extrêmement lourd. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Franchement, je ne sais pas. Et là, aujourd'hui, ils sont complètement isolés. C'est vraiment un rapport au pouvoir. Il faut qu'ils dominent. Et il fait qu'ils dominent quoi? On se le demande. Donc, vous voyez mon incapacité à répondre à votre question, parce que la logique politique voudrait que on se rassemble, au moins dans une première phase, et qu'ensuite on voit comment on peut se partager le pouvoir. Mais je crois qu'il y a quelque part une chose d'invraisemblable dans la formule que je viens d'utiliser, se partager le pouvoir. Pour ces gens-là, on ne partage pas le pouvoir, ça ne se partage pas, ça se conquiert. Et voilà, je crois que... Et comme la situation... et Israël ne crée pas ça, mais Israël en profite. Parce qu'il est évident que ou bien ils négocient avec Mahmoud Abbas, et à ce moment-là, ils disent oui, mais ça ne sert à rien de négocier avec Mahmoud Abbas, parce que de toute façon, il n'est pas représentatif de l'ensemble de la nation palestinienne. Bon. Et si, comme c'est arrivé en juin d'il y a 2 ans, on a le Hamas dans le gouvernement, Netanyahou va dire je ne négocie pas avec un gouvernement dans lequel il y a des terroristes. Donc, dans tous les cas de figure, ils utilisent la division. Et ils ont raison. Ils ont raison. Ils utilisent cette division. Et pour les Kurdes,
c'est un peu la même chose, avec peut-être, autant que je connaisse, je connais beaucoup moins bien la question des Kurdes, mais on sent bien, en particulier dans cette région du nord de l'Irak, où je suis allé une fois ou deux, on sent bien qu'il y a d'autres affiliations que politiques. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Talibani ou de Barzani, on sent bien qu'il y a des affinités tribales ou claniques, je ne sais pas comment les nommer, mais qui sont extrêmement fortes. Et Barzani, ces deux familles sont historiques, sont vraiment historiques. Et moi, les premières fois que je suis allé au Kurdistan, il y a maintenant très longtemps, j'y allais avec des recommandations d'une famille simplement. Et ça me permettait d'entrer presque où je voulais, quoi. J'avais vraiment été. Donc, la notion de progressisme ou pas, je crois que c'est plutôt du pragmatisme et c'est des rapports de pouvoir avec des visions différentes du pouvoir. Et une des questions qu'il se pose en ce moment, dans le Kurdistan irakien, c'est est-ce qu'ils sont en mesure, et je ne crois pas qu'ils le soient aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en mesure de proclamer un État kurde? Car après tout, dans tout le débat que nous avons aujourd'hui, une des solutions, ce serait un État kurde dans le nord du Kurdistan. Bien entendu, si je dis ça, on voit aussitôt toutes les difficultés qui arriveraient du côté de la Turquie d'abord, mais pas seulement. Mais après tout, d'un point de vue théorique, au moins, on aurait une nouvelle entité politique. Parce qu'actuellement, le système fonctionne sur une base fédéraliste, comme vous savez, et une base fédéraliste très particulière. Parce que dans la Constitution de 2005, qui est globalement pas appliquée, il y a un point qui est appliqué, c'est la région kurde. Parce que la seule région qui soit constitutionnellement fédérée, c'est la région kurde. Dans les rapports de force qui ont été imposés au moment du moment constitutionnel. Les autres régions qui doivent devenir fédérales doivent passer par un processus où le pouvoir central a du poids. Donc, voilà. Mais moi, je rêve d'un Kurdistan qui soit fédéralisé, mais les acteurs eux-mêmes, c'est ça l'idée, c'est que les acteurs eux-mêmes, aujourd'hui, quand j'ai dit le triptyque, là, pour finir par diviser, les acteurs eux-mêmes sont très contre-productifs, quoi. Et dans des conditions, leurs oppositions sont extrêmement violentes. Hein. Un simple universitaire comme moi, il est invité à Souleymaniye, mais il ne peut pas aller dans le nord de la même façon, à Erbil. Il y a eu un problème, quoi. Ah oui, vous allez à Souleymaniye, pourquoi? Ah oui, j'allais à Souleymaniye parce que... rien que pour ça. Hein, rien que pour ça. Donc, si simplement le déplacement d'un modeste universitaire français peut poser au moins une question, après ça c'est résolu, hein, mais ça veut dire à quel point il y a des divisions, quoi. Voilà. Pour revenir au cas palestinien, qui m'est plus proche, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de plus profond entre Haniyeh et Abbas, qui est un problème de conception politique qui serait un peu, en caricaturant, une collaboration versus une résistance. La question, c'est que les formes de la résistance de Haniyeh et du Hamas me semblent souvent être, je me trompe sûrement, une forme de camouflage de leur volonté de domination de Gaza. Et je ne crois pas vraiment à la sincérité de ce discours de résistance déconnecté d'une volonté de prise de pouvoir. J'ai des amis gazaouis très proches, mais vraiment très très proches, enfin un ou deux. Et leur vécu quotidien, c'est ce qu'ils me disent. Alors peut-être que c'est leur vécu quotidien. Vraiment, ils se sentent comme ça, très prisonniers, doublement prisonniers, prisonniers par le blocus évidemment, et prisonniers aussi du pouvoir actuel. Quant à Mahmoud Abbas, c'est un peu une énigme pour moi. Nous l'avons vu il n'y a pas très longtemps à Paris. Là, on a l'occasion à quelques-uns de le rencontrer quand il vient à Paris. Et nous étions sidérés par la manière dont il mettait en avant la réussite de ce qu'il appelait la coopération sécuritaire. Et on lui disait, mais Monsieur le Président, très bien, mais... Et on n'osait pas aller trop loin, évidemment, parce qu'on n'est pas palestinien, c'est pas notre affaire. Mais c'était quand même un peu, dans une situation comme celle-là, ne privilégier que la coopération sécuritaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est une vue, à mes yeux, très limitée. Et on était une dizaine autour de lui, et on était tous assez d'accord, quoi.
pour dire, voilà, c'est pas loin de la collaboration. Et c'est comme ça qu'il est perçu. C'est comme ça qu'il est perçu. Sa crédibilité et sa légitimité aujourd'hui est totalement... Il y a une main hier entre Netanyahou... Avec Netanyahou. Oui, mais... Ça me rappelle des choses. Oui, mais si vous voulez, ça c'était ça. Écoutez, alors là, je vais prendre sa défense, si vous me permettez. Là, au moins, il a essayé de rappeler au monde. C'est très intéressant ces obsèques. Pour des raisons X, j'ai assisté à l'intégralité de cette affaire. Et le seul orateur qui a salué la présence de Mahmoud Abbas, c'était le président Obama. Aucun des Israéliens, pas même Amos, qui était... non, c'était vraiment... Donc, il a pris un risque politique, il s'est fait quand même marginaliser dans les discours. Obama est un homme de discours, comme on le sait, donc il a eu cette habileté-là. Mais le fait qu'il soit venu est, à mon avis, important, parce qu'il sera sûrement critiqué. Je n'ai pas regardé depuis hier ce qui s'est passé, mais il sera sûrement critiqué chez les Palestiniens pour avoir fait ça. N'empêche que politiquement, c'était habile de dire, voilà, moi je suis là. Et d'ailleurs, on a eu à un moment donné dans une image, on entend un peu ce qu'ils se disent. Il me dit, c'est long time, ça fait longtemps, monsieur. C'est Abbas qui parle à Netanyahou, ça fait long time. Ben oui, ça fait long time, évidemment. C'est pas Netanyahou qui le dit, hein. C'est pas Netanyahou. Bien sûr que non, parce que Netanyahou, il s'en fout. Il n'en veut pas, justement. Et la réponse de Netanyahou que j'ai pas entendue, ça va être, c'est pas assez long encore, comme temps, bien sûr. Donc, c'était à mon avis habile d'être là, d'autant plus qu'il se démarquait du monde arabe. Enfin voilà. Et il faut rappeler une chose aussi, un dernier point. Alors, on est dans un contexte radicalement différent. Il y a 20 ans, en 95, vous savez très bien, Madame Hessel, quand Rabin est mort, Arafat a voulu aller. Alors, évidemment, le contexte est tout à fait différent, mais il a voulu aller aux obsèques. Et il n'a pas pu y aller. Et il a quand même, après, dans des conditions très particulières, présenter ses condoléances à Léa Rabin. Et c'était très important. Et c'était au-delà du politique, d'ailleurs. Il y avait aussi une dimension humaine à ce moment-là. Donc je crois que c'est important qu'il y soit. Voilà. Même si... voilà. Madame, je vous en prie. Être présent. Moi, je comprends très bien cette position-là. Être présente. Mais de là à serrer la main de l'occupant, c'est quand même vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis du monde international, je trouve que là, c'est une erreur. On en est dans un je voulais faire une remarque sur la notion de pouvoir et de violence. En fait, le pouvoir, c'est un fondement basé sur la violence. Je dirais, il n'y a pas de pouvoir sans violence. Il y a un révolutionnaire qui s'appelle Kropotkin qui parle de l'entraide. Et en fait, il souligne quelque chose qui n'a jamais été repris par personne, c'est que en fait, l'humanité, si elle existe, ça n'est pas grâce au pouvoir des élites, mais c'est grâce à l'humanité et à l'entraide. Et que 99% de l'humanité qui existe aujourd'hui, elle existe parce que l'entraide existe. Est-ce qu'il ne faudrait pas retourner la notion de violence et la notion de responsabilité ? C'est-à-dire passer... Voilà. Et même, je dirais, le fédéralisme, c'est un petit peu une violence décentralisée, quoi. Mais c'est mieux, mais c'est moins, mais c'est pas encore ça. Ok. Daniel, vous voulez dire Daniel? Deux questions. La première, c'est quand vous avez dit, ou quand tu as parlé des peuples marginalisés, dans l'introduction, j'avais pensé à une vision plus globale. J'aimerais que, parce qu'il y a un lien entre les peuples marginalisés, palestiniens et kurdes, mais c'est une dimension, mais il y a la question des peuples marginalisés peut-être d'une manière un peu plus générale. Et ça, j'aimerais bien qu'il y ait, parce que c'est un lien avec ce qui est dit avant sur démocratie, sur État, je pense que là, il y a... Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que je trouve que ce qui est intéressant, justement, dans ton approche, c'est que, comme on a une vision, je ne parle pas des personnes ici, mais je parle de manière générale, qui est une vision plutôt géostratégique de la région,
plutôt que de ce qui se passe réellement, de ce qui s'est passé réellement dans les peuples, y compris les expressions nationales ou voire d'expressions démocratiques. Je me demande s'il n'y aurait pas un tout petit peu pour creuser sur, dans la relation à la violence, les articulations qu'il y a entre les violences de type guerre, intervention étrangère, etc. Enfin, bon, et puis ce qui tient aussi à des tensions plus intérieures, voire entre voisins. Enfin, voilà, je trouve que quand on parle de violence aujourd'hui, évidemment, nous on pense aux guerres, à ce qu'on voit. Je pense qu'il y a aussi une question posée dans la question de la violence politique, quoi. Voilà. Peut-être que c'est un peu trop, mais enfin, en tout cas, je trouve que là, il y a un angle aussi de réflexion sur la compréhension de la complexité. Merci. On arrive dans le débat, quoi, complètement, parce que en ce qui concerne la question quand on a fait notre petit bouquin là, qui s'appelle Violence et politique. Je fais de la pub avec Pierre Blanc là. On s'est posé cette question que vous venez d'évoquer là, et donc on a décidé, on a pris une décision en quelque sorte que pour nous la politique impliquait la régulation, elle impliquait le droit, même si en dernière instance elle a été fondée sur la violence. Mais il y a un mot clé qui me paraît vraiment important. Je ne sais pas qui s'est permis de laisser son téléphone ouvert, c'est ridicule. C'est un peu scandaleux, vraiment. Excusez-moi. Donc, il y a cette définition de Weber que je trouve vraiment intéressante, qui est cette fameuse idée. C'est une institution qui a le monopole de la violence physique légitime. Et quand on lit un certain nombre de textes majeurs de la théorie politique, tout ce que vous évoquez, enfin, je pense, je sais pas, pour prendre un des plus classiques, le Léviathan de Hobbes. La définition de Hobbes, c'est le rapport, c'est vraiment l'idée de sécurité. L'image qu'il prend de ce monstre marin qu'est le Léviathan, c'est bien ça, c'est qu'il faut imposer la sécurité à l'intérieur et défendre à l'extérieur. C'est avec une démarche qui est très absolutiste dans son. Donc c'est une vieille histoire de la théorie politique. Je crois simplement que dans les situations que nous connaissons aujourd'hui, si la violence n'est pas finalement exercée de manière légitime et en dernière instance par une institution qui en a le monopole, c'est une définition peut-être un peu trop courte, mais elle me paraît fondamentale, et qu'elle soit équilibrée. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de moment constitutionnel, je ne pense pas qu'on puisse fonder un ordre politique sans qu'il y ait un moment constitutionnel. Et ce moment constitutionnel, il attribue et il canalise, il régule la violence. Elle est indispensable, la violence, bien entendu, mais à condition qu'il y ait quelque part un système de régulation de la violence et de monopole. C'est ça que je veux dire. Et quand j'évoquais le Liban, par exemple, le Liban, c'est un pays où il y a eu une guerre civile absolument terrible. Et il peut y avoir demain des violences terribles, on le sait bien. Et je crois vraiment que leur grande difficulté, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas un moyen de violence légitime et qui est monopolisé par une institution. C'est ça que je crois. Donc le pouvoir, un pouvoir ne peut s'imposer que par la violence, mais à condition que pour durer, il soit comme ça en dernière instance légitimé. Et je crois que c'est la grande difficulté de ces États. On pourrait prendre un exemple inverse. La Jordanie est peut-être un exemple de nation, puisque je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'État artificiel, à mon avis. Il y avait la question comment ça s'est construit. Est-ce que ça a réussi? Moi, je serais tenté de dire que la Jordanie a plutôt réussi. Il y a un pouvoir qui s'est imposé. Il y a un relatif équilibre. Il n'y a pas eu de... Comment? Oui, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre, quoi. Les autres ont confisqué et ont utilisé la violence, qui sont liées à leur perception idéologique de la nation ou de leur conception de la nation. Quand on écrase les Kurdes dans l'opération Anfal, et quand on lit les documents de l'opération Anfal, par exemple, c'est une violence arbitraire absolument terrible. Si vous lisez Amnesty International et Human Rights sont sortis des textes qui redonnent les ordres donnés aux différents commandants en 87-88. Mais c'est épouvantable, quoi. C'est vraiment l'idée, avec des mots très choisis, c'est l'idée d'éradiquer, de tuer. Donc ça, c'est une situation de la violence qui ne peut
produire qu'une contre-violence. Si la violence n'est pas là pour établir une forme de régulation, on est forcément dans des contre-violences. Et je crois que le drame du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas justement ces institutions capables de gérer de manière légitime le monopole de la violence qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Je crois. Alors après, c'est juste une remarque parce que c'est extrêmement compliqué. Autrement dit, ce qui me paraît fondamental, moi, c'est en dernière instance la capacité de groupe d'arriver à un moment constitutionnel. Un moment constitutionnel où justement on va essayer de mettre en ordre l'agencement institutionnel avec les moyens qui sont nécessaires pour le maintenir. Or, des moments constitutionnels, il n'y en a jamais eu, quoi. Mais vous voyez, c'est un débat très difficile. Dans notre bouquin, on l'a évacué dans les conditions que j'ai dit, en disant, voilà, pour nous, la politique, c'est la régulation. Alors qu'en fait, la politique, c'est la domination avec la violence. Et que la violence, c'est un moyen de la politique, bien entendu. Mais si... Quand vous parlez du pouvoir et que vous dites « je ne comprends pas le pouvoir », tout à l'heure, oui, j'accepte. C'est ça, c'est que dans votre approche, en fait, vous considérez le pouvoir comme quelque chose de généreux, je dirais, qui est tourné vers l'intérêt général, alors que les gens du pouvoir sont des gens qui ont d'abord un ego absolument démesuré. Quand on est au pouvoir et qu'on écrase les Kurdes, je veux dire, il y a un problème, quoi, en fait, indépendamment de l'opinion qu'on peut avoir, mais je veux dire, ils existent en tant que tels. Donc, c'est ça, c'est une aberration. Hein. Mais en même temps, par rapport à notre sujet, cette façon de concevoir les choses ne peut générer que de la violence. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que cette violence dont vous parlez, elle va forcément générer à son tour de la contre-violence. Quand on parle de la violence sous l'occupation, pour revenir à la Palestine, on a l'impression qu'il n'y a pas de violence. Effectivement, il n'y a pas tous les jours des dizaines de morts, il n'y a pas de bombardement sur Ramallah et tout ça. Mais la violence qui est là, elle ne peut pas ne pas générer des contre-violences sous toutes les formes. Par exemple, lorsqu'il y a eu ces enfants ou ces adolescents qui ont poignardé comme ça, alors on a voulu tout de suite en faire une intifada des couteaux, on a voulu en faire des jeunes instrumentalisés par Daesh. C'était tellement simple. Mais et il est possible qu'ici ou là, il y ait des instrumentalisations. Mais fondamentalement, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer, non pas ces jeunes-là, mais des jeunes qui n'étaient pas loin de ça. Eh bien, qu'est-ce qu'ils étaient ? Ils étaient dans un état de désarroi, de désespérance totale par les violences symboliques mais très fortes qu'ils subissaient, quoi. Et il faut, pour la comprendre, leur réaction, il faut peut-être venir en amont, quoi. C'est ça que je veux dire. Il faut venir en amont. Et donc, le Moyen-Orient est malade, mais profondément, de cette incapacité à établir justement des institutions qui soient reconnues par les uns par les autres. Et on est vraiment dans des violences et des contre-violences. Chacun, le seul moyen d'exister aujourd'hui dans toutes ces régions, c'est la violence, quoi. Et c'est un échec terrible. Et c'est pour ça que mon fil rouge, qui vaut ce qu'il vaut, vous pouvez le mettre à la poubelle, évidemment, ce n'est juste qu'une piste de réflexion. Je pense que c'est la question de l'État qui n'est pas réglée. Oui. Tu as parlé plusieurs fois du moment constitutionnel. Oui, c'est une obsession. C'est même très important et c'est tout à fait judicieux. Donc, si on regarde la zone Sykes-Picot et dans le voisinage immédiat de la zone Sykes-Picot, et qui peut avoir une influence sur ce qui s'est passé après. Donc, juste avant les accords, il y avait un moment constitutionnel qui était une révolte constitutionnelle en Iran. Une révolte constitutionnelle à laquelle a succédé un bombardement du Parlement et où il y a eu intervention des Russes. D'ailleurs, on voit sur la carte la zone d'influence russe qui prend pratiquement la moitié de l'Iran. Et juste à côté, l'Empire russe est aux frontières. L'Empire russe est également aux frontières de l'homme malade de l'Europe, qui était l'Empire ottoman. Et bien, ce moment constitutionnel a été entravé, en fait. Il a été carrément avorté. Et si, bien sûr, on ne peut pas dire si dans l'histoire, mais on peut imaginer qu'un moment constitutionnel réussi dans un État constitué comme l'Iran, qui est consécutif à un empire, aurait pu avoir une influence, comme on va dire une bonne influence sur les autres États de la région. Et j'imagine très volontiers qu'il y a eu d'autres velléités de moments constitutionnels dans la région Sykes-Picot, mais qui ont été avortés, notamment à Damas, après que les troupes arabes soient entrées dans la ville. Donc des possibilités de moments constitutionnels avortés par des empires
Et d'ailleurs, sur la zone, on voit les zones d'influence et les zones de domination de l'Empire britannique et de l'Empire français. Ces moments constitutionnels, ils ont été accaparés par les puissances coloniales, puisque que ce soit en Palestine, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, qui a fabriqué les constitutions ou l'équivalent des constitutions? C'est évidemment des acteurs extérieurs pour l'essentiel. En 2005, en Irak, qui a fabriqué la constitution? Ce sont des Irakiens, mais avec une influence américaine assez considérable. Et donc, Taïf, c'est aussi un exemple de moment constitutionnel, parce qu'on pose de nouvelles règles, on essaie de dépasser le confessionnalisme. Mais là aussi, il y a pas mal d'acteurs extérieurs, mais on allait dans la bonne direction, je dirais, enfin, à mes yeux. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moment dans cet espace Sykes-Picot de moment constitutionnel. On n'est pas arrivé à ce stade, quoi. Alors, les Palestiniens ont leur constitution maintenant. Bon, c'est intéressant. Il y a, d'un point de vue purement théorique, pour les Palestiniens, ce triangle dont je parle, il existe. C'est-à-dire que, si on fait abstraction de l'occupation, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Mais je veux dire qu'ils sont dotés d'une constitution qui fonctionne pas parce qu'on est sous occupation, mais tout de même, il y a des institutions. Salam Fayyad, le Premier ministre, que j'ai eu l'occasion de revoir plus souvent, régulièrement, à 2 ou 3 reprises, me parlait de ça en détail. Il me disait, voilà, vous voyez, on a fait ça, ça. Et c'était vraiment intéressant. Il y a un moment constitutionnel, il y a une volonté de citoyenneté, et il y a une nation palestinienne. Donc le triangle que j'évoquais tout à l'heure, sauf qu'il manque l'essentiel, c'est-à-dire le toit politique, c'est-à-dire l'indépendance. Mais voilà un exemple où ils ont fait, sous occupation, une élaboration constitutionnelle, avec des révisions constitutionnelles. Là aussi, il y a eu des interférences étrangères, parce que par exemple, le Premier ministre, c'était pour qu'Arafat soit pas seul au pouvoir, donc c'est jamais. Mais voilà, donc je pense que c'est une des sorties de crise de ce magma terrible, et c'est le seul moyen d'arriver à dépasser la violence, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait des régulations avec ces créations d'institutions dont on donnera, et on revient à la violence. Il faut que quelque part la violence soit là pour faire respecter ces régulations, bien entendu. Mais bon, alors ce que je dis est purement. J'ai conscience de la naïveté élémentaire dans laquelle je sombre, parce que, oui, c'est bien beau de dire tout ça, mais comment on va y arriver? On voit bien qu'il faudra aller dans cette direction, mais comment y faire? Alors là, il faudrait des hommes d'État courageux. Alors ça, c'est compliqué. Oui, pour en revenir au Liban, comment ça s'appelle, pour que le Liban puisse avoir une constitution, il faudrait sortir de l'ordre constitutionnel qui a été imposé par le mandat français. Et actuellement, c'est ce que réclame la gauche libanaise, d'avoir une constitution laïque. Le Liban a une constitution. Et c'est assez intéressant parce que l'apprenti juriste que je suis, il ne peut pas y avoir d'État sans constitution, et la constitution est liée à l'État. Donc, pourtant, dans l'exemple libanais, ça ne fonctionne pas. Il y a une constitution, mais il n'y a pas vraiment d'État. C'est un cas particulier. Enfin, j'exagère un peu, donc il n'y a pas d'État. Il y a une administration, il y a tout ce qu'on voudra, mais c'est quand même un État d'une grande fragilité qui est contesté sur des fonctions régaliennes. Mais au Liban, on n'a pas réussi, effectivement, à dépasser les fondements même de la Constitution qui sont du confessionnalisme. Taïf a été une tentative de dépasser ça. Et je vous rappelle que même les règles électorales, vous le savez, on n'arrive pas à les changer, parce que dans les règles électorales, il y a l'essentiel. Et aujourd'hui, on n'est même pas foutu au Liban de se compter. Vous connaissez l'histoire. Je crois que le dernier recensement au Liban, c'est 1932 ou quelque chose comme ça, quoi. Parce que sinon 1932, voilà. Alors vous avez un parlement avec autant de chrétiens que de musulmans. Vous connaissez le système. C'est un système qui est tellement paralysant que c'est paralysé complètement. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement élu. Et moi j'étais, anecdote amusante, c'était il y a 2 ans, je crois. J'étais au Parlement libanais. Je sors du Parlement, je discutais avec un député et il venait de s'auto-proroger. Et je sors du Parlement, j'étais un peu étonné. Je m'imagine à l'Assemblée nationale, les députés s'auto-prorogent pour 2 ans ou 1 an. Je me suis dit, ça va susciter des manifestations. La place de la Concorde sera encombrée le lendemain d'un vote comme ça. Donc moi, je sors du Parlement
Et il y avait quelques dizaines de jeunes. Oh, c'est scandaleux. Il y avait quelques centaines de flics. Et dans la presse, c'est passé inaperçu, quoi. C'était banal, quoi. Que le Parlement s'auto-proroge, c'était la Xème fois que ça arrivait. Et c'est vraiment une crise d'institution. Et là, vraiment, et quand je disais qu'on privatise, je ne sais pas si le mot est juste, les fonctions régaliennes, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, ce sont les communautés qui tiennent, ce sont les mêmes qui tiennent le Liban depuis longtemps. Vous connaissez ça sûrement beaucoup mieux que moi. Et ils se tiennent aussi les uns pour les autres. Et un des exemples de cette absence d'État et de non-moment constitutionnel véritable, c'est, à mes yeux, ce qui s'est passé au lendemain de l'assassinat d'Hariri en 2005. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de faire en sorte, je me souviens des discours des hommes politiques libanais, il faut que ce crime soit puni. Il faut en briser la culture de l'impunité. D'où la création du tribunal spécial pour le Liban, qui est une espèce de mélange entre un tribunal national, la base juridique c'est national, et une intervention des Nations Unies. Mais bon, on a mis des millions de dollars dans tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Autrement dit, la fonction régalienne, on ne peut pas, comment dirais-je, la bricoler, on ne peut pas l'internationaliser, ça ne fonctionne pas, quoi. En plus, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait de penser que c'est la justice pénale internationale, alors que c'est un autre débat, ça. Ça n'a rien à voir avec la justice pénale internationale, quoi, pour faire bref, quoi. Rien à voir avec la CPI et tout ça. Mais on a essayé de bricoler quelque chose, et on peut comprendre, ils ont essayé de sortir par là. Mais ils n'y arrivent pas. Et plusieurs années plus tard, le TSL en est au point, je ne dis pas au point mort, mais enfin bon, on tourne en rond, quoi. Et à mon avis, on tournera en rond jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est pas lié simplement à la question de la difficulté de mettre en place un TSL, c'est la question de l'État, évidemment. Enfin, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je vous libère, on se libère. Je vous ai assommé pendant 2 heures, c'est peut-être beaucoup. Dernière question, madame. De la violence actuelle en Syrie. Vous l'avez évoqué rapidement, mais c'est peut-être une grande question. Écoutez, je vous remercie, madame, de me donner une question facile pour terminer. Mais je crois, franchement, j'ai évoqué ça d'une phrase tout à l'heure. Je disais tout à l'heure que je ne croyais pas, ni en 2012, ni en 2013, ni à Genève, ni tout récemment. Je n'ai jamais cru, en espérant me tromper complètement. Et pour cette fois, je ne me suis pas trompé. Ça peut arriver par hasard. Mais qu'on ne pouvait pas négocier avec un régime comme celui-là. Vous parlez de violence, monsieur. Je pense que, précisément, un régime comme celui-là ne sait pas ce que c'est qu'un compromis. Un compromis politique, c'est une remise en question de son existence même. À partir du moment où il a des soutiens extérieurs, et il en a un avec l'Iran, et bien plus encore avec la Russie, on l'a vu, je suis malheureusement effondré de voir qu'il n'y a aucune possibilité, si ce n'est justement que ça va continuer. Ce qui se passe à Alep est un drame absolu, et c'est une honte pour la communauté internationale, parce que c'est vraiment, on écrase les gens. Enfin bon, c'est épouvantable. Vous avez suivi ça comme moi ces dernières semaines. Et franchement, je ne suis pas étonné. Ce régime ira jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Saddam Hussein a été, comment dirais-je, n'a pas connu les printemps arabes puisqu'il y a eu l'agression américaine. Mais je fais l'hypothèse que s'il y avait eu un printemps arabe en Irak, eh bien, la répression d'un Saddam Hussein aurait été de même nature, car je crois que ce sont des régimes totalitaires. Et quand on parle de régime totalitaire au sens de Hannah Arendt, ça veut dire que le pouvoir est en lui-même une réalité qui nie toute une série de segments de sa population, qui impose, qui est extrêmement intrusif dans la vie privée des uns et des autres, qui les écrase. Dans Hannah Arendt, il y a tout un passage sur la notion de masse. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir d'individus, il doit y avoir des masses. Il n'y a plus d'individus, ça n'existe plus. Et elle dit quelque part quelque chose qui est, à mon avis, valable aussi en Syrie à un certain moment, ou en Irak. Elle dit quelque part que le seul homme libre dans un régime totalitaire est celui qui dort. Et celui qui dort. Car là, il échappe. Et moi, j'ajoute, en ayant lu ça, quand je lisais, oui, il doit faire des cauchemars quand même. Donc même là, il n'est pas libre. Mais cette formule, elle est très forte. C'est le seul endroit où là, il peut s'évader dans ses rêves, quoi, qui sont des cauchemars, certainement. Donc voilà. Et donc, je pense que pour la Syrie, c'est ça. Ce régime ira jusqu'au bout. Et les positions françaises sont purement marginales et c'est de la communication. Les États-Unis se sont retirés du Moyen-Orient
pour de bonnes raisons, si on prend la logique d'Obama, mais malheureusement, on va dire pour de bonnes raisons, mais au très mauvais moment, parce que du coup, il y a une asymétrie totale quand on voit Kerry et Lavrov qui discutent et qui arrivent à un accord. C'était il y a 15 jours, 3 semaines. Ma réaction, c'était de dire, mais il n'y a pas d'accord. Comment est-ce qu'il peut y avoir un accord entre un pouvoir qui lui aussi est, non pas totalitaire, mais très autoritaire, qui appuie un régime totalitaire, face à un régime qui, lui, d'abord est en déshérence parce qu'il s'en va, et que par ailleurs, dont la politique est de se retirer. Donc il se retire 2 fois. Il se retire politiquement parce que ce n'est pas leur démarche de venir s'imposer au Moyen-Orient, et ensuite il se retire constitutionnellement parce que de toute façon on est à la fin de mandat. Donc la symétrie entre Lavrov et Kerry était tout à fait considérable. Donc il ne peut pas y avoir un accord. Ça a tenu quoi, 48 heures. Enfin, j'ai vraiment. Si vous voulez, c'est des éléments structurels. Moi, je ne connaissais pas les détails, mais structurellement, c'est ça. Alors, j'espère qu'il pourrait y avoir un autre facteur, mais d'où viendra-t-il? De l'Europe? Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Je vous assomme, là. Je suis désolé. Bien, bah, écoutez, merci. On reprend à 2 heures avec quelque chose de beaucoup plus joyeux qu'un argent. Et merci d'être là, ça me fait très plaisir.